qui concerne les villes et les campagnes, est-ce que la géographie, est-ce que nos territoires sont bien embarqués dans la transition au passage à la voiture électrique? Et je vais m'asseoir à côté de mes invités, que je vais d'ailleurs remercier. Marc Mortureux d'être avec nous. Bonjour Marc. Marc, vous êtes le directeur de la PFA. Ah ben vous n'avez pas de micro. Ah bah oui, ça. Alors avec un porte-voix, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, voilà. Et vous avez un micro pour deux. Vous n'avez pas été sage, vous partagez. Je rigole. Marc Mortureux, PFA, un mot sur la PFA qui est également le co-organisateur du Mondial de l'Auto. Voilà, la PFA qui est la plateforme de la filière automobile, donc regroupe toute l'industrie automobile, hein, c'est vraiment l'équipe de France de l'automobile, c'est les constructeurs, c'est les équipementiers, mais c'est surtout aussi les quasiment 4000 entreprises qui sont des petites et des moyennes entreprises qui contribuent à la fabrication d'un véhicule en France. C'est près de 400 000 emplois hein, sur l'emploi industriel. Donc, et on organise effectivement le mondial. On a voulu vraiment en faire une fête de l'automobile parce qu'on critique beaucoup l'automobile, mais on s'aperçoit que les Français restent très très attachés à l'automobile. 83% d'ailleurs hein, des Français ont besoin de leur automobile tous les jours. Voilà, donc on est très heureux d'accueillir autant de monde pour ce mondial. Et puis juste un petit mot, l'industrie automobile dans le PIB français, c'est aussi important. C'est très important. Au global d'ailleurs, on dit au niveau de l'Europe qu'on est à plus de 12 millions d'emplois. Hein, c'est considérable. Et c'est un des gros enjeux puisque c'est une industrie qui a jusqu'à présent bien résisté en Europe grâce à notre technologie, hein, où on était effectivement assez fort. Et tout l'enjeu va être de continuer à être un grand pays de l'automobile, de l'industrie automobile au XXIe siècle. À vos côtés, Olivier Dubois, directeur de la mobilité électrique chez EDF. Que veut dire exactement la mobilité électrique chez EDF? Bonjour tout le monde. Bonjour. Mobilité électrique égale fourniture d'électricité, évidemment, production d'électricité, fourniture d'électricité au bon moment, et bien également, on en parlera tout à l'heure, installation d'infrastructures de recharge chez nos clients. Très bien. Alors évidemment, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de la transition. Il y a Audi qui va nous faire de... Je crois qu'ils sont jaloux en fait, et parce qu'ils n'ont pas nos conférences. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Nous allons explorer comment la transition électrique se déroule actuellement en France. Enfin, elle a commencé quand même depuis plusieurs années maintenant. J'aimerais qu'on prenne en compte les spécificités territoriales, mais aussi d'agglomération, de campagne, de village ou de ville. Alors, je voudrais, Marc, déjà que l'on exprime aujourd'hui où en est la filière automobile française. On pourra évidemment agrandir sur l'Europe, mais comme on parle de notre territoire français, comment la filière s'est engagée dans le virage électrique, même si je sais que, surtout les tendances aujourd'hui, c'est pas si simple. Alors, la filière automobile a fait le choix, c'était en 2018, de résolument s'engager dans la transition énergétique, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Hein, le transport routier, c'est une part importante des émissions de CO2. On a une responsabilité, de toute façon, à aller vers la décarbonation. Et l'électrique est incontournable pour réussir effectivement cette décarbonation. On a plein d'analyses qui sont faites et qui montrent que globalement l'usage du véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, ça permet en ce qu'on appelle analyse de cycle de vie, c'est-à-dire en prenant en compte l'intégralité de toutes les émissions, de diviser par 2 voire par 4 les émissions de CO2. Et en France tout particulièrement, parce qu'on a la chance d'avoir de l'électricité décarbonée. Donc, 1, c'est incontournable, et 2, ça vaut vraiment la peine, particulièrement dans un pays comme la France. Il y a eu beaucoup d'investissements de fait ces dernières années. Énormément d'investissements. En Europe, c'est en centaines de milliards. Et en France aussi, on n'a jamais eu autant d'investissements faits en France qu'au cours de ces 4-5 dernières années. Parce qu'il faut reconstituer des nouvelles chaînes de valeur, hein, en particulier les batteries. On a 4 grands projets hein, de ce qu'on appelle des gigafactories de batteries. Donc qui sont dans le nord de la France pour l'instant. Dans le nord de la France. On en a potentiellement un 5e hein, qui va arriver. Mais c'est aussi tout ce qu'on appelle les composants électroniques, ce qu'on appelle l'électronique de puissance, tout ce qui va faire fonctionner la chaîne finalement de traction électrique. C'est une énorme transformation pour l'industrie, donc c'est pas facile. Et néanmoins, les résultats sont là. C'est-à-dire, la filière automobile, c'est, je pense, on peut le dire, celle qui est le plus engagée de façon très concrète dans cette transition, puisque aujourd'hui, en France, on est à peu près à 17%
de part de marché de vente de véhicules électriques sur l'ensemble du marché automobile. On était encore à 1,5% en 2018, donc le démarrage est assez spectaculaire, même si aujourd'hui, c'est pas si simple que ça de continuer à poursuivre cette croissance extrêmement rapide. Alors, on va continuer évidemment avec vous pour le regard sur la PFA, la filière des constructeurs automobiles, de tous les métiers, les ingénieries, le développement. On va laisser le micro à Olivier Dubois, directeur de EDF Mobilité. Évidemment, on le sait, EDF joue un rôle crucial, voire même central, et y compris évidemment sur la transition électrique. Je voudrais savoir où on en est aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, versus les campagnes et les villages. Alors, en termes d'infrastructure de recharge, on parle souvent des points de charge accessibles au public. C'est celle qu'on voit. En France, on est autour de 150 000 points de charge. Ah, joli. Et avec l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est à peu près 500 000. C'est à peu près la moitié des points de charge installés en Europe. Donc on peut dire qu'on est quand même, en France, parmi les leaders en termes de points de charge installés au public. Et avec également, intéressant, une accélération des points de charge rapides, ultra rapides. Donc vous allez voir des points de charge rapides chez McDonald's, chez Leclerc, dans les supermarchés. Donc il y a vraiment une très forte dynamique sur la recharge publique. Mais on oublie souvent de parler des points de charge qui sont ailleurs. En fin de l'année dernière, il y avait à peu près 1 800 000 véhicules électriques rechargeables. Il y avait à peu près autant de points de charge de recharge installés en France. À peu près 1 million chez nous, donc au domicile des particuliers. Et également à peu près 700 000 points de charge dans les parkings des entreprises. Donc il y avait à peu près autant de points de charge installés que de voitures électriques. Donc on parle évidemment de beaucoup de celles qui sont dans le public. Mais globalement, la dynamique est bonne. Et EDF, qui est un acteur de pointe sur le sujet de la mobilité depuis 20 ans, est un des acteurs d'infrastructures de recharge, mais on n'est pas le seul. Et on se réjouit de voir un grand nombre d'acteurs et d'investisseurs en France. Qui sont là, qu'on rencontre d'ailleurs. Voilà, il y en a plein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour installer des points de charge, des bornes? Est-ce qu'il y a des infrastructures ou est-ce qu'il y a des particularités du territoire qui mettent des freins? C'est principalement des... Géographiquement, pour le coup. Non, il n'y a pas... alors, en fait, il y a beaucoup de véhicules électriques à la campagne ou dans les périphéries des villes parce que en fait, on a souvent des maisons ou des parkings. Et donc, une fois que vous avez un parking, c'est facile d'installer une prise ou une borne. Et donc, c'est pas là où on va retrouver le plus de charges publiques, parce que celui qui installe des charges publiques, des points de charge publics, il veut une certaine rentabilité. Et donc, en fait, il vaut mieux installer une borne de recharge rapide chez McDonald's. On installe des bornes de charge rapide chez McDonald's, parce que là, vous allez avoir des voitures toutes les 30 minutes qui vont consommer beaucoup. Et donc, c'est rentable. Dans une voirie d'une petite communauté... C'est pas rentable. Une commune, vous allez avoir une charge lente. Les travaux sont coûteux sur la voirie. Alors, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée pour le coup? Pour le coup, COU-T, avec un accent circonflexe. Une borne sur la voirie, c'est plutôt... On est autour de 10 000 € en moyenne. D'accord. Une charge rapide dans un supermarché, c'est autour de 100 000 €. Mais... un chargeur rapide va avoir beaucoup de clients parce qu'en une demi-heure, on va charger. Et on fait autre chose en même temps. Mais ça explique pourquoi les communes n'ont plus les budgets non plus pour pouvoir installer des bornes à 100 000 €. C'est pas une question de budget, c'est une question de rentabilité en fait. Parce que sur une borne dans la voirie, la voiture elle va rester de nombreuses heures, chargée peu. C'est vrai. Donc, il y a peu de revenus. Donc c'est pas intéressant. Il vaut mieux, d'un point de vue rentabilité, ça ne veut pas dire qu'on n'installe pas des bornes dans les voiries. Il y a des endroits, typiquement à Paris, il y a beaucoup de trafic. Mais il y a des communes, finalement, il y a peu de trafic parce que les gens se chargent chez eux ou dans les parkings des entreprises. Donc on fait une analyse territoire par territoire. Il y a ce qu'on appelle des schémas directeurs d'infrastructures de recharge. Et on analyse territoire par territoire si c'est pertinent d'installer des bornes en voirie, dans les espaces publics, ou finalement on sait que les gens vont plutôt installer des bornes dans les parkings des entreprises ou dans les parkings de tout à chacun, dans la maison en copropriété. Donc ça dépend des territoires, ça dépend de l'habitat du territoire. Marc Mortureux, on reviendra bien sûr avec vous, Monsieur Dubois, directeur de la mobilité chez EDF, mais on a des spécificités un peu urbaines, différentes des campagnes, c'est-à-dire que l'autopartage, c'est quelque chose qui est important aussi pour la transition électrique en urbain. Alors, déjà, on a tendance à dire électrique, c'est particulièrement bien dans les villes, parce que l'électrique, c'est à la fois bien pour lutter contre le réchauffement climatique, bien sûr, pas d'émissions de CO2, mais c'est très bien pour la qualité de l'air.
hein, et ça on l'oublie parfois. Il n'y a pas d'émissions polluantes au pot d'échappement, hein, pour un véhicule électrique. Et du coup, comme c'est quand même dans les villes qu'on a les problèmes de qualité de l'air, voilà, on pense spontanément à ça. Donc il y a déjà effectivement cette dynamique-là, et par ailleurs effectivement la possibilité de développer des flottes éventuellement. On a connu évidemment Autolib, on a à retravailler, hein, sur les modèles économiques de ce genre de choses. Néanmoins, je voudrais dire que le véhicule électrique, c'est formidable, comme tu l'as déjà dit, pour les campagnes. Hein, parce que c'est vrai que, honnêtement, un véhicule électrique, quand on habite effectivement en maison individuelle, c'est vrai que le prix de la recharge chez soi la nuit, grâce aux tarifs fort intéressants qu'on peut avoir en heure creuse, c'est vrai que c'est 3 fois moins cher, quoi, à peu près, que l'essence. On peut rebondir sur le prix en heure creuse, rapidement, Olivier? C'est dire, moi, en tout cas, mes petits calculs, c'est qu'on peut faire 100 km à 3,50 €. Hein, si on recharge chez soi, alors qu'on est à 10 € et quelques pour l'essence. Voilà, c'est vrai que ça vaut la peine en coût d'usage. Par contre, l'achat du véhicule électrique, évidemment, est plus élevé. Hein, donc c'est tout un calcul à faire. Et c'est là où on a un peu le sujet pour développer, hein, le véhicule électrique. Il faut arriver à réduire son coût mais après, d'achat. Ce qu'on appelle le TCO, c'est-à-dire de l'achat de la voiture et toute sa vie, voilà, c'est beaucoup moins. C'est vrai, mais autant les entreprises raisonnent comme ça, total cost of ownership, autant le particulier, pas forcément. Il voit quand même la dépense qu'il doit faire au début. Mais voilà, en tout cas, c'est particulièrement intéressant aussi dans les campagnes, parce que aussi le véhicule électrique, d'abord, tous les retours qu'on a, c'est que c'est très agréable à conduire, franchement. Et deuxièmement, c'est idéal sur les routes secondaires, parce qu'à la limite, on sait que ça consomme beaucoup quand on monte à 110, 130 km/h. Quand on a des usages où on fait 50, 100 km par jour sur des routes secondaires, c'est parfait. Et aujourd'hui, vous le voyez sur le mondial, il y a quand même une offre de véhicules électriques de plus en plus large. Il y a quand même des véhicules qui donnent envie, qui commencent à être de plus en plus accessibles quand même en termes de prix. Et c'est vrai que sur un plan industriel, on joue très gros aujourd'hui parce qu'on a fait des investissements énormes. On a aujourd'hui la chance d'avoir, à partir d'usines françaises, la fabrication de la R5 électrique, de la R4 électrique qui va arriver, de la Scénic électrique, la voiture de l'année, de la Mégane, la 3008 électrique, la 5008 électrique, etc. Maintenant, notre enjeu, c'est de donner envie et de les vendre. Marc Mortureux, directeur de la PFA. Attention, question directe. Si la transition sur le véhicule électrique ne se fait pas en parallèle des investissements qui ont été faits par tous les acteurs, la filière automobile peut mourir, peut prendre un sacré coup dans... Elle est clairement en danger, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire cette transition à marche forcée, hein, dans un délai extrêmement court, dans une période où on n'a pas les volumes. Parce que globalement, le marché automobile est historiquement bas pour la 5e année de suite. Or, beaucoup de nos entreprises, je pense beaucoup aux PME, aux ETI de la filière, finalement ne gagnent leur vie que s'ils ont du volume. Et aujourd'hui, ils doivent investir massivement sans avoir les volumes. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont beaucoup investi vers l'électrique. Et à ce stade, les volumes ne sont pas encore au rendez-vous. D'où pour nous, un enjeu majeur, c'est de réussir tous les lancements. Et franchement, c'est des voitures qui donnent envie. Enfin, je pense que regardez celle qui est à côté, vraiment des choses très intéressantes. Bon, je parle notamment des véhicules fabriqués en France, mais pas seulement. Mais alors ici, on a quand même des... voilà. C'est des beautés, hein. Et du coup, l'enjeu, il est là. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, compte tenu des contraintes budgétaires, c'est qu'il y a des risques de remise en cause un peu de tout ce qui est les aides à l'achat, hein, de véhicules électriques. Or, on sait que systématiquement, aujourd'hui, quand on supprime ou on réduit fortement les bonus à l'achat, il y a des fortes baisses de vente des véhicules. Le signal donné au grand public dont je fais partie est pas très bon. Je voudrais voir avec Olivier parce que on voit bien que dans les territoires, il y a quand même de plus en plus de choses qui sont faites également par EDF. Moi, j'ai appris, par exemple, qu'il y avait 47 000 stations de recharge en France électriques contre 11 000 stations classiques de carburant, et que ce qui se développait de plus en plus en campagne, c'était par exemple le petit Carrefour Market qui est dans le village, qui met sa station de recharge, ce qu'elle n'aurait jamais fait avec le carburant classique. C'est exactement ce qui va se passer. On aura beaucoup plus de stations de recharge que stations essence. Et comme vous le dites, on va se charger massivement. Alors, hormis ceux qui se chargent au domicile ou au travail, en dehors de ça, on aura alors ceux qui n'ont pas de parking, il y a quand même 30% de Français qui n'ont pas de parking, ou quand on est en déplacement, on va aller se charger massivement dans ce qu'on appelle
dans des stations dites à destination. Alors typiquement, tous les supermarchés de France, Ah oui. les petites supérettes, toutes s'équipent de recharge rapide. Et nous, EDF, notre filiale Easivia, on a passé un accord avec un financier pour financer nous-mêmes ces stations de recharge rapide, parce qu'il y a des petites supérettes qui n'ont pas les moyens d'investir, je vous l'ai dit, quelques centaines de milliers d'euros. Donc on finance pour elles. Si on estime que la supérette est bien placée, parce que finalement autour il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parking, et que les gens viendront se charger pendant qu'ils viennent faire leurs courses, on vient financer la recharge rapide. Et du coup, vous louez ? On loue. Vous louez après ? On loue le terrain au supermarché, on se rémunère sur la charge. Mais effectivement, 80% des charges qu'on fera en dehors de son domicile, on les fera au supermarché, on les fera au restaurant, j'ai parlé de McDo, on les fera au cinéma, on les fera pendant qu'on fera autre chose. Donc effectivement, il y aura beaucoup plus de stations de recharge qu'il y aura de stations essence. Et là, on en est où sur ce développement ? Alors je disais, on est autour de 150 000 points de charge en France. Oui, mais là, sur les petits hypermarchés dans les campagnes, on en est où ? Difficile de dire, mais on est autour de 20 000 points de charge rapides, entre 50 et 200 kW. Ah ouais. Et donc il y a une très très forte croissance. Hein. La recharge publique en voirie continue à se développer, mais beaucoup moins vite que la recharge rapide qu'on va retrouver dans les hôtels, dans les restaurants, dans les supermarchés. Mais ça veut dire que ce serait presque plus facile d'habiter en campagne, parce qu'on aura une borne de recharge rapide sur son petit hypermarché market, quelque chose, que des fois en ville, où il y a une telle, il y a tellement de gens en fait que voilà. En fait, là, on avait l'habitude d'aller faire son plein dans les stations essence des grands distributeurs. Eh bien, demain, on ira à chaque fois qu'on le pourra, à chaque fois qu'on ira faire des courses, manger, dormir, ou au cinéma, on ira se charger. En particulier ceux qui n'ont pas de parking. Donc c'est ça l'avenir de la recharge publique, et en particulier la charge très rapide. Et la question qui est dans souvent toutes les têtes des Français, moi je vois un repas de famille avec les copains, ça revient tout le temps, c'est oui, mais comment on fait s'il n'y avait pas assez d'électricité, comme les pics l'hiver? On en est où concrètement de cela? C'était un épisode très exceptionnel, c'est passé. Aujourd'hui on a retrouvé des volumes de production tout à fait normal. Ça ne peut pas arriver en fait. Non, ça n'arrivera pas. Et même pendant l'hiver où on a dit attention, on pourrait manquer d'électricité, on n'en a pas manqué en fait. Hein. Non. On a juste averti qu'on avait un problème industriel ponctuel. Aujourd'hui, on exporte énormément d'électricité. C'est-à-dire que vous vendez l'électricité à des pays comme la Suisse ou... Donc aujourd'hui, l'électricité est très abondante et on continue d'investir dans des moyens de production. Donc on a largement assez d'électricité. Ce n'est pas un problème de volume, c'est un problème de pointe. Donc on va plutôt devoir gérer la puissance appelée par chacun. Et donc on va plutôt parler de recharge intelligente. On va, un peu comme le ballon d'eau chaude, on va essayer de charger quand c'est plutôt la période de creuse, la nuit, la journée quand il y a plein de soleil. Et puis on en parle beaucoup depuis le début de ces conférences, mais il y a fameuses batteries qui pourront nous permettre de redonner soit à notre maison, soit au réseau. Le véhicule to grid. Voilà. Donc demain, on déplacera la recharge au moment où l'électricité la moins carbonée, la moins chère. Et puis de la même façon, à un certain moment, le véhicule électrique, en réinjectant, en vidant la batterie sur le réseau, viendra soutenir le réseau électrique également. Et ça, quel que soit l'endroit où l'on habite. Si je suis en plein milieu d'une campagne où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, je ne prends pas de risque, plus que si j'habite dans une grande métropole. Ça sera principalement des recharges où on stationne longtemps, donc on parle principalement de véhicules to grid à la maison. Le soir, la journée, on est stationné 95% du temps, donc on peut charger, décharger. Au bureau également, vous arrivez le matin, vous repartiez le soir. Toute la journée, on peut charger à des moments plus opportuns, voire décharger. Donc c'est plutôt là où on va charger et décharger au moment les plus opportuns. Mon petit doigt me dit que vous travaillez beaucoup avec vos ingénieurs sur des grandes banques, des capacités à récupérer toute l'électricité de plusieurs voitures. Enfin, c'est comme des... Comment on pourrait appeler ça? Des grosses batteries virtuelles. Des grosses batteries dans lesquelles on va tout remettre. Alors on a lancé la semaine dernière. Mon petit doigt. On a lancé l'année dernière, si vous allez rechercher les communiqués, un projet qui s'appelle EVE, en relation justement avec des constructeurs automobiles, parce qu'on a besoin des constructeurs automobiles. Le véhicule électrique, demain, il se connecte au réseau électrique, et pour réinjecter dans le réseau, vous imaginez qu'il faut faire un certain nombre de tests. Et donc on s'est associé à Stellantis, à Volkswagen, à Iveco, à la BNP, Arval, pour construire un réseau un peu virtuel de 800 véhicules électriques, 800 bandes de recharge qui sont bidirectionnelles, et ça nous constituera une batterie de 8 MW. Alors c'est une première étape, c'est un premier projet, mais l'idée c'est d'avoir sur 800 véhicules, 800 bornes, la faculté d'avoir l'équivalent d'une batterie de 8 MW, avec lesquelles, entre guillemets, on jouera, on chargera, on déchargera,
Bon, ça préfigure également ce qu'on pourra faire demain avec des millions de véhicules électriques. Donc le véhicule électrique de demain, c'est une énorme batterie virtuelle que les constructeurs, les consommateurs, les utilisateurs de véhicules pourront mettre à disposition du système électrique. Et ça permettra en même temps de gagner des sous. Et d'accélérer aussi le développement des énergies renouvelables. Parce que qui dit énergie renouvelable, il faut pouvoir stocker. Donc le véhicule électrique est également un superbe atout pour le système électrique pour permettre également le développement des énergies renouvelables. Olivier Dubois, directeur EDF Mobilité, restez avec nous. Marc, revenons aussi sur les solutions pour accélérer cette transition. Du côté de la PFA, donc des constructeurs, de toute la filière automobile, quels sont les gros projets à date d'aujourd'hui qui vont rentrer très rapidement, à tout niveau, en place pour que tout le territoire français puisse bénéficier d'une transition plus souple et confortable? Alors, d'abord, la première chose peut-être à dire, c'est que les constructeurs, ils sont plus que motivés à vendre de l'électrique, du véhicule électrique. Et d'ailleurs, on le voit, toutes les publicités aujourd'hui, c'est pour vendre du véhicule électrique, tout simplement parce qu'il y a une réglementation européenne et qu'on a une échéance l'année prochaine qui nécessite encore la fameuse réglementation dite café qui impose aux constructeurs d'accélérer encore très fortement les ventes de véhicules électriques. Pour vous donner une idée... Expliquez bien, Marc, ça, voilà, parce que c'est important. Pour vous donner une idée, la part de vente des véhicules électriques aujourd'hui en Europe, c'est 12,5%. Ça a baissé, en fait, depuis l'année dernière, parce que l'Allemagne, notamment, a arrêté ses soutiens à l'achat. Bon. Pour l'année prochaine, chaque constructeur doit atteindre un niveau qui s'exprime, en fait, en termes de quantité de CO2 émis en moyenne par les véhicules qu'ils mettent sur le marché, par kilomètre parcouru. Et concrètement, pour atteindre ces objectifs, il faut qu'on passe de, en moyenne, 12,5% de vente de véhicules électriques à de l'ordre de 22% l'année prochaine. Le saut est gigantesque. Et d'ailleurs, c'est ce qui génère beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. Alors, concrètement, donnons un exemple. Si demain, en 2025, les constructeurs n'atteignent pas ce stade de CO2, ils vont devoir payer combien de taxes supplémentaires à cause de cette taxe café? Alors, ils doivent payer une pénalité, effectivement, qui est de 95 € par gramme de dépassement par rapport à l'objectif qu'ils ont et par véhicule vendu. Donc, un constructeur qui dépasserait de 5 grammes, ce qui est malheureusement, enfin, voilà, pas grand-chose, et qui vend 2 millions de véhicules en Europe, sur un marché de 16 millions, c'est 1 milliard. 1 milliard à payer. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Donc, globalement, première chose qu'on peut voir comme façon positive, c'est qu'ils vont être très motivés à vendre de l'électrique. Donc, on peut penser que, bon, avec l'arrivée de véhicules un peu plus accessibles, les prix vont baisser. Bon, c'est une première chose. Sauf que, aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est moins rentable que les véhicules thermiques. Donc, il y a quand même des limites par rapport à ça. D'où, pour nous, l'importance, quand même, des soutiens, pour le moment, à l'achat, par les pouvoirs publics, parce qu'on voit encore une fois, dans tous les pays, quand on arrête, ça fait une baisse considérable. Donc, pour nous, c'est absolument vital. L'autre solution qu'ont les constructeurs, et là, c'est vraiment pas une très bonne solution, ils peuvent s'associer, finalement, à d'autres constructeurs qui, eux, ont des bons scores, et ça peut être, par exemple, les nouveaux entrants qui ne sont que sur l'électrique et qui sont soit Tesla, soit des Chinois, et ce qui est quand même pas totalement satisfaisant, puisque ça voudrait dire que nos constructeurs européens payent finalement leurs concurrents qui sont en train d'entrer sur le marché européen. Nous, c'est évidemment une source d'inquiétude pour notre industrie, puisqu'on veut garder évidemment de l'activité en Europe. Donc nous, ce qu'on demande au pouvoir public, mais ce n'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays européens, c'est mais soyez cohérents. Vous avez fixé aux constructeurs une trajectoire extrêmement exigeante. Nous sommes au rendez-vous, on a fait des investissements, mais il faut que les pouvoirs publics fassent ce qu'il faut pour y arriver. Et par rapport donc au sujet, il y a effectivement les aides à l'achat et il y a les infrastructures de recharge. Et effectivement, en France, on s'est beaucoup battu, on a bien embêté beaucoup de monde pour que effectivement on arrive à se mobiliser pour les infrastructures. Aujourd'hui, la France est effectivement pas mal positionnée. On a quand même encore un point noir, c'est les copropriétés. Parce qu'en ville, il y a plein de dispositifs, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Oui, mais il y a peut-être une solution. On n'est peut-être pas obligé de demander l'autorisation au syndic. J'ai ma place au parking. Non, mais il y a un moment... Il y a un droit à la prise, ok, mais ça n'a pas de sens. C'est collectif, c'est un investissement lourd à faire. Il faut qu'il soit collectif. Et globalement, ça avance, mais qu'est-ce que c'est lent. C'est-à-dire notre problème, c'est qu'on a un rythme qui nous a imposé qui est extrêmement rapide,
Et à l'inverse, on a toute une série, la vraie vie fait qu'il y a des choses qui sont en fait beaucoup plus lentes. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Et globalement, dans la trajectoire qu'on nous a imposée, en soi, tout est très bien. Il y a une petite chose qu'on a un peu oubliée, c'est le consommateur. C'est-à-dire que parfois, voilà, on impose un rythme qui ne correspond pas tout à fait naturellement au rythme dans lequel, effectivement, on est capable de faire adhérer le consommateur. Vous savez que je fais une émission tous les samedis matins sur Sud Radio qui s'appelle On parle auto avec Jean-Luc Moreau, 10h midi. Et les auditeurs nous disent, on ne veut pas, on nous oblige depuis le début. On nous tape sur la tête pour passer à l'électrique. C'est-à-dire que, concrètement, on n'a pas pris le bon chemin. Alors que, pour les vélos électriques, c'est un succès phénoménal. Là, les gens, ils sont allés tout seuls. Et donc, en fait, il faut revoir le côté psychologique, y compris d'ailleurs ces fameuses taxes. Aujourd'hui, ça donne encore un mauvais signal aux consommateurs et à la consommatrice que je suis. Mais honnêtement, la trajectoire de croissance de l'électrique est un vrai succès. Bien sûr. C'est absolument spectaculaire. C'est juste cette année. Et simplement, on nous impose la solution unique 2035, puisque le ban, bon, et ça, on a toujours été très réticents à la solution unique, parce qu'on a besoin de différentes solutions de transition, même s'il n'y a aucun doute que l'électrique est incontournable pour aller vers les objectifs qu'on nous donne, mais la solution unique est quand même une préoccupation. Et derrière, on s'aperçoit qu'il faut quand même du temps pour remplir et réunir toutes les conditions pour y arriver. Et sur le plan industriel, c'est la même chose. On a donc investi, je le disais tout à l'heure, dans des gigafactories de batteries pour pouvoir effectivement donner du contenu européen à nos véhicules électriques, puisque finalement l'Europe a fait le choix quand même d'une technologie sur laquelle les Chinois ont 15 ans ou 20 ans d'avance, là où le thermique, on était leader. Donc effectivement, on a besoin de temps pour réussir. Et c'est vrai qu'une des difficultés, c'est qu'on ne nous en donne pas beaucoup du temps pour ça. Donc voilà, c'est un immense défi. Nous, on reste positif parce que s'il y a un pays où ça a du sens de développer la mobilité électrique, c'est la France, clairement. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour la démocratisation du véhicule électrique, comme dans toutes les autres motorisations, c'est le développement d'un marché de véhicules d'occasion. Et que pour ça, pour le véhicule d'occasion, effectivement, il faut que ceux qui achètent des véhicules neufs, on leur donne envie de basculer vers des véhicules électriques si leur usage leur permet très bien d'avoir une offre qui correspond. Et l'autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est les flottes d'entreprises, puisque c'est un des grands contributeurs du marché de l'occasion. Et pour l'instant, les flottes d'entreprises sont sur un rythme d'électrification sensiblement plus faible que pour les particuliers. Donc c'est vraiment un des accents sur lequel il faut qu'on travaille. Et puis je dirais, l'autre élément, c'est qu'il faut travailler beaucoup plus au niveau européen. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a 17% de part de véhicules électriques. En Italie, c'est 4%. Voilà, donc on je crois que c'est la Pologne, le pays le plus bas. Voilà, la Pologne, et voilà, il y a plein. Et c'est quand même l'Europe, donc il faut qu'on y arrive. Olivier rigole parce que la Pologne, ils sont encore au charbon. Voilà. Je voudrais redonner la parole à Olivier, mais attention, Monsieur Dubois et Marc Mortureux, il nous reste 2-3 minutes. Comment vous travaillez J'aimerais bien savoir comment vous travaillez entre les constructeurs, la PFA et EDF. Pour faire avancer les choses au niveau du territoire, parce que je rappelle que la thématique, c'était sur le territoire français. On coopère avec l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique en particulier, parce que comme je l'ai dit, le véhicule électrique, il rentre dans la maison, il se connecte au réseau électrique, et on développe des solutions de recharge dites intelligentes. Aujourd'hui, par exemple, on annonce une offre de fourniture intelligente avec Volkswagen, mais on a fait des annonces avec d'autres constructeurs. Et donc, pour permettre au consommateur, quand il achète son véhicule électrique, d'être assuré que quand il va charger, ça va bien se passer, parce que vous êtes connecté à votre domicile. Il n'y a pas que le véhicule électrique. Vous aurez le meilleur prix et que ça sera piloté de toute façon automatiquement. Il faut le faire avec le constructeur, parce que la batterie, on ne la connaît pas. C'est le constructeur qui la connaît. La façon dont on va le connecter, c'est le constructeur. Et donc cette coopération, elle était indispensable. Et on regarde aussi le comportement de la maison. Vous avez vu, cet été, la révolution électrique est en marche. Ça s'est matérialisé par la vasque olympique. Elle était électrique, n'oubliez pas. Beaucoup de gens n'y croient pas. Si, oui. La révolution électrique, parce que ce n'est pas simplement le transport qui s'électrifie. Marc l'a dit, en France, ça a décollé très très vite. Ça reste, on est à 25% des véhicules qui sont rechargeables. Les véhicules neufs achetés sont rechargeables. Nous, on pense qu'il faut accélérer encore l'électrification des transports. Il faut accélérer l'électrification des bâtiments, accélérer l'électrification des usages dans l'industrie. Et dans les bâtiments, ça veut dire aussi
gérer la consommation du véhicule à côté de la consommation de votre pompe à chaleur, la consommation du ballon d'eau chaude électrique, et si vous avez des panneaux solaires, gérer tout ça. Donc il y a un enjeu de recharge intelligente, pilotage intelligent de l'ensemble des usages électriques dans votre bâtiment, dans votre domicile. Et puis là, on a essentiellement parlé de la voiture électrique du particulier, mais on pouvait aussi parler des transports en commun qui s'électrifient de plus en plus. Certains même passent à l'hydrogène, qui est obligatoirement avec de l'électrique. Voilà, il y a tout ça qui se passe aussi à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup. Un petit mot de Marc Mortureux. Juste pour dire, j'ai 2 secondes. On a la chance d'avoir effectivement en France des grands acteurs dans le domaine de l'énergie. On a la chance d'avoir de l'énergie décarbonée, donc tout ça c'est vraiment un atout pour nous. Dernier petit message, le seul truc qui est un peu embêtant pour nous, c'est qu'on entend dire qu'on va très fortement augmenter les taxes sur l'électricité. C'est clair que pour nous, c'est quand même pas un message très positif si on veut convaincre les gens de basculer vers le véhicule électrique. Ça paraît logique. On aimerait, je pense qu'on est d'accord. Olivier, voilà. Vous êtes d'accord? Il y a un moment, ça s'arrête tout ça, on ne pourra plus de toute façon. Dernière question, c'est quand même en croissance. On a ce qu'il faut chez les constructeurs et on aura ce qu'il faut en termes de... C'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Mais attention, ayons un peu de pragmatisme, parce que quand même, notre industrie automobile, elle est quand même en danger. Il faut du pragmatisme, il faut qu'on soit soutenu pour y arriver, parce que voilà, c'est comme une période extrêmement complexe pour notre industrie, parce que c'est une transformation incroyable, et que pour ça, on a besoin d'un petit peu de temps pour y arriver. Et n'oublions pas que c'est en France qu'on a inventé l'automobile, que la première automobile électrique c'était en 1830 exactement, c'était même avant la Jamais Contente, et qu'aujourd'hui on parle d'une histoire d'amour entre vous, moi et la voiture, et la bagnole, pour parler un peu comme j'aime le dire, et pourquoi pas, ce ne serait pas un coup de foudre avec la voiture électrique. Sur ces mots, merci messieurs, on peut les applaudir je pense. Marc Mortureux, directeur de la PFA, défenseur de la filière automobile et des constructeurs et autres, et monsieur Olivier Dubois, pour le directeur de EDF Mobilité. Merci beaucoup.